Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci un petit peu plus de metagame, c'est-à-dire de totalité des decks qu'il y a sur le marché, hein, sur le marché. Alors, il y a quand même eu pas mal de tournois gros ou pas gros. Bon, voilà, il y a eu du à peu près 10 joueurs à peu près 47 joueurs, voilà, précisément 47 joueurs je crois. Donc ça fait quand même un large éventail de tournois où on a pu voir s'exercer les nouveaux decks. Très bon point à souligner d'ailleurs, c'est que on a quand même une certaine diversité de decks. Et ça, c'est ce qu'on avait retrouvé, enfin on retrouve ça par rapport à ce qu'on avait vu dans la méta du 7-3. Hein. La méta du 7-3 était quand même assez variée, hein. Elle était assez plaisante à jouer, il n'y avait pas non plus de tier 0, enfin il n'y en avait absolument pas de tier 0, il n'y avait que des tiers 1. Voilà. La méta du 7-4, c'était pas ça. C'était la méta game du 7-4, elle était vraiment. C'est Bucky qui était le roi, qui était tier 0, et c'était un peu vachement frustrant, quoi. On a un metagame du coup du 7-5 assez plaisant à jouer. On va regarder un petit peu, j'ai sélectionné on va dire la majorité des decks, je les ai pas tous mis parce que forcément c'est impossible vu qu'il y en a plein, il y a même des decks princesses, je peux pas tous les comptabiliser. Puis bon, il est pas méta celui-là, mais enfin bref. Je vous ai du coup sélectionné, je crois à peu près 11 decks ou 13 decks, je sais plus. En tout cas, c'est le tip top, vraiment le best, les meilleurs decks, le meilleur buffet, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est à volonté, et oui. Alors, on commence tout de suite, du coup, comme vous pouvez le voir, avec le Blurple. Alors, le Blurple, oui, c'est vrai que, juste petite parenthèse, pour les decklists, je vous les mettrai en description. On commence par le premier archétype, voilà, le Améthyste Saphir, le fameux Blurple. Où est-ce que je place ce deck dans cette tier list? Alors, le Blurple, il est quand même, on va dire qu'il a pris un up avec les typos, les cartes comme typo. C'est, je pense, un deck qui, bon, va peut-être descendre un petit peu dans les prochains tournois quand le tier 1 va se stabiliser, etc. Mais moi, je vois ce deck quand même en tier A. Honnêtement, il est quand même assez puissant comme deck. Il arrive quand même à aller très très rapidement et puis de jouer des grosses cartes, hein, comme la Elsa qu'on voit par exemple ici. Ou alors par exemple, il y a certains decks qui jouent la Ursula qui empêche de chanter. C'est quand même un deck qui, grâce à Typo, grâce à Chicha, c'est des cartes du 7-5 qui ont encore plus amélioré le deck. Donc c'est un petit peu comme le rouge-bleu et le bleu-gris, c'est des decks qui ont pris des ups, on va dire, avec certaines cartes du 7-5. Donc il est quand même bien, il était déjà assez bien le Blurple, mais là il a quand même pris un niveau supplémentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme deck? On a le Bounce Aggro. Alors, on a maintenant le fameux Banzai, hein, qui est une 3-2, qui l'aura 2. Ah, c'est quand même, c'est non ancrable, mais c'est quand même une carte très très forte. On a ajouté aussi l'éléphant, hein, de la mime éléphante. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre carte? En fait, c'est tout simplement des cartes comme Elsa qui est insaisissable, ou alors par exemple on peut trouver des Ursula qui empêchent de chanter, ou alors des Mergotel qui permettent de compléter les kits, admettons, qui renvoyaient dans la main les personnages adverses pour retarder votre adversaire. Et puis pour vous permettre de lorer en tranquillité, quoi. Donc c'est un très bon deck. Il arrive à quand même à certains tournois faire des top 1. Donc du coup c'est quand même pas rien. Le deck est quand même assez fort. Il arrive quand même à se qualifier dans des top 8 assez régulièrement. Entre guillemets, il n'est pas là tout le temps, mais il est quand même là. Et je pense que moi, il mériterait son A. Ouais, je pense. Je pense qu'il mériterait son A, ce deck-là, parce qu'il est quand même assez agressif. Et je me souviens d'une chose quand j'ai pris ce deck-là, le Bounce Aggro, pour les championnats de 7 de Stitch. Je l'ai pris parce que justement, en voyant les stats de la méta game du coup de Pixelborn à l'époque,
enfin à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais vous me comprenez, eh bien, je voyais en fait les stats et c'était en fait l'un des decks les moins joués, mais qui avait le plus gros pourcentage de win rate en totalité, quoi. Que ce soit en, je crois que c'était uniquement en BO3 ou c'était uniquement en BO1, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est quand même un deck qui avait des des très bonnes stats, et donc c'est pour ça que je l'avais pris. Là, c'est un petit peu pareil. Pas beaucoup de gens le jouent, mais il fait quand même des très bonnes stats. Donc, moi, je le mettrai pas dans le S parce que il peut se faire contrecarrer par d'autres decks, je pense, qui sont supérieurs à lui. Mais le A lui va très bien, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre deck? On a le Classic Bounce. Et oui, le Classic Bounce. Alors, lui, c'est pas non plus le deck. Je sais pas. C'est pas non plus le deck hyper fort. Il a des bonnes réponses. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de réponses, en fait, autour de lui. Il y a beaucoup trop de decks qui sont assez puissants, qui ont des stratégies différentes. Et en fait, sur les méta précédentes, il marchait bien parce qu'il avait un bon répondant sur les autres match-ups, les autres decks. Mais dans la méta actuelle, je pense pas qu'il soit ultra fort. Je pense pas. C'est un simple en fait, deck qui essaie d'aggro et en même temps de bounce pour essayer de piocher, de taper, etc. En fait, de faire de la gestion et en même temps d'essayer d'avancer. Donc, c'est pas non plus un deck qui fera peur à des decks beaucoup trop agressifs ou beaucoup trop rapides, comme ceux aussi du tier S. Qui ont ou sinon beaucoup plus de solutions que ce deck-là. Parce que notamment par exemple le violet rouge, le RP control, lui, il a le soyez prête, alors que celui-ci ne l'a absolument pas. C'était peut-être fort sur la méta du 7-3 et méta du 7-4. Peut-être encore un peu, si vous ajoutiez oui, des anti-bêtes pour gérer Bucky, etc., oui, ça le faisait. Mais c'était pas non plus voilà, mirobolant, quoi. C'était pas non plus un deck de fou, quoi. Et là, sur cette méta actuelle, je pense pas qu'il soit trop fort. Ensuite, on a le Cogwars and Friends. Alors ça, par contre, lui, il fait partie des decks, je pense, qui devraient se placer là. Voilà, c'est presque sûr et certain. Je suis. Enfin, ouais, c'est mon avis, mais je pense que c'est du S ce deck-là. Il a vraiment pris un up avec, comme je vous l'ai dit juste avant, justement les typos, comment ils s'appellent, les chicha. On a aussi des cartes comme Hideaway qui permettent de gérer des lieux et des objets, je crois. Je crois que c'est les deux, hein, Hideaway, enfin je sais plus son nom en français. On a aussi des cartes comme Simba, le Simba Floatborn, hein, le fameux perso qui gère aussi du coup tout ce qui est lieu, et également aussi les objets. Donc on a quand même pas mal de possibilités. Après ça reste quand même le classico-classique, hein, on va dire, voilà, le Cogwars, la Tinker. Après avec le sous-fétiche, pourquoi pas des Tamatoa, pourquoi pas des Hades légendaires, etc. Bon, il y a des bonnes cartes dedans. Et disons que rien que quand le Cogwars est installé, si vous n'avez pas de deck qui joue Soyez prête, c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. C'est quand même un perso qui est très compliqué à gérer parce qu'il a hors d'atteinte, donc forcément voilà. Le jour où on pourra avoir une carte qui retire hors d'atteinte, là c'est bon, c'est freestyle. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc c'est un deck qui arrive à faire des bonnes perfs dans les tournois et je pense même que c'est pour l'instant celui qui a le plus de top 1 ou enfin. Non, je pense pas. Mais faudrait voir cette info. Mais je pense que c'est l'un des decks qui arrive le plus à se qualifier dans les top 4. Il fait partie de ceux qui arrivent le mieux à se qualifier. Donc voilà, c'est un très très bon deck. On va passer au suivant et c'est le Discord. Le Discard. Discord. Le Discard. Là, lui, le Discard, il a pas pris
beaucoup, hein. On est revenu au discard du set 3 ou un truc comme ça. Voilà, c'est clairement du C, hein. Les amis, c'est clairement un deck qui a pris une gifle par Ravensburger à cause d'un personnage qui était peut-être un peu trop fort, mais il était un peu trop fort uniquement pour la méta actuelle, quoi. En fait, vous connaissez mon avis là-dessus, mais je le redis et redis, mais ils auraient jamais dû nerf une carte, et de toute façon, nerf, c'est absolument pas une bonne habitude. En fait, ils auraient dû simplement la ban pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait une carte qui retire hors d'atteinte, ou alors des trucs comme ça, quoi. Euh, C'était la meilleure solution. Malheureusement, du coup, le discard a pris un gros pet, parce que du coup, voilà, les cartes à l'intérieur sont pas non plus hyper intéressantes, hyper fortes. On a un discard qui essaie de jouer avec le prince Jean, justement, pour essayer de piocher, puis faire défausser l'adversaire, etc. Mais ça ne marche pas tellement, quoi. Tant quand on avait justement le discard du set 2, à rigueur même, on avait quand même un bon deck. Là, on nous a retiré quand même le gros moteur de discard. Donc bon, voilà. C'est malheureusement un deck qui est encore un petit peu joué, mais que je ne vous conseille absolument pas à prendre si vous voulez perdre dans un tournoi, quoi. Ensuite, on a quoi? On a le fameux hyper aggro. Alors lui c'est un deck, hein, comme d'habitude, hein, on entend parler de lui à chaque début de set, mais après, c'est le silence radio total, hein. J'essaie de bien le placer. Voilà. C'est vraiment à chaque fois la même chose, hein. On a toujours un début de set hyper fort avec le hyper aggro, quoique sur cette extension-là, on a quand même la Daisy qui change un petit peu la donne, qui permet de résister encore un petit peu plus, et donc du coup ça peut jouer, effectivement, ça peut jouer sur son potentiel, mais je pense absolument pas voir ce deck-là dans des grosses compétitions comme des challenges ou des trucs comme ça, quoi. Ça pourrait peut-être, mine de rien, le faire si vraiment vous êtes dans un tournoi où vous allez contrecarrer la majorité des decks qui sont là-dedans. Mais sinon, bon, je pense pas que voilà, ça fasse des très très bons résultats, même s'il est quand même présent dans quelques petits top 8, voilà. Mais bon, c'est pas non plus un deck ultra intéressant à ramener en tournoi. Ensuite, on a le Jafar Will. Alors lui, c'est pareil, bon, c'est des decks qui, pour moi, c'est comme, voilà, c'est comme le discard. C'est intéressant, mais ça va pas casser trois pattes à un canard, le truc, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un deck ultra pété. Si vous avez la sortie parfaite avec le Jafar, etc., le Soleil Bleu et compagnie, ouais, mais je pense pas, vous voyez, qu'il ait un max de répondants face à la majorité des decks, quoi. Donc bon, c'est un très bon deck. Ça reste quand même des decks qui arrivent dans des top 8, mais je pense pas qu'il va être présent plus que ça, quoi. Ensuite, on a quoi? On a le Mufasa. Alors le Red Fassa, plus précisément, c'est la version Mufasa du coup qui se joue avec, comme vous l'avez deviné, du rouge. Et où est-ce qu'on va le mettre, celui-là? Alors lui, il a eu quand même des très bons résultats, même, enfin, par exemple sur un tournoi que j'ai vu à 47 joueurs, c'était justement, bah, c'est dans l'une de mes vidéos, je vous invite à aller voir, mais il est arrivé top 1. Il est arrivé top 1, le deck. Il est quand même présent dans certains top 8, dans certains tournois de top 8, dans le top 8, pardon. Donc c'est pas non plus un mauvais deck. Tout le monde pense que voilà, c'est pas un bon truc, voilà, c'est pas un bon plan, etc. Mine de rien, il a quand même, lorsqu'il a la bonne sortie, hein, il casse des bouches, hein, voilà, il casse des bouches. Il est quand même assez violent comme deck. Donc moi je pense qui vaut plus quand même qu'un hyper aggro ou un bounce. Je pense que même s'il a pas la meilleure sortie, le truc, il vous met voilà, Mufasa, il vous met des cartes comme bah, l'Hydre juste à côté, ou d'autres cartes comme des Chernabog, comment ça s'appelle, des Stitch, Surfer, des Sisu, oui, des Sisu légendaires.
Floodborne, des Gastons, des gros Gastons là qui sont des 10-6. Ça calme, hein, ça calme un petit peu. Hein. Si vous avez aussi, vous avez aussi la comment ça s'appelle, la Daisy qu'on a vu juste avant. La Daisy, elle, c'est pareil, hein, elle est présente dans le deck. C'est pas un mauvais deck quoi. Il y a beaucoup de gens qui crachent dessus, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas, ça tient pas, etc. Alors certes, c'est peut-être pas du tiers S, mais mine de rien, pour moi, ça vaut quand même un tiers A. C'est quand même assez violent. J'essaie de le placer aussi là, voilà. Je pense que c'est assez violent. Ça, ça a quelques réponses. Et ça peut contrecarrer certains decks. Et vu qu'il lore aussi assez rapidement, ça peut mettre une pression de fou. Et donc pour moi, c'est clairement un deck tier A. Donc voilà, c'est dit. Si vous n'êtes pas d'accord, et ben vous le dites en commentaire et puis on en discute, et oui. Alors, on va passer au deck suivant, et ce deck suivant, c'est le Muses Songs. Le Muses Songs. Eh oui, c'est l'archétype améthyste, l'archétype émeraude, pardon, saphir. Et ce deck-là, c'est pareil. Ce deck-là, il fait partie, je vais le chercher, il est où, que je le sélectionne quand même. C'est un deck qui fait partie quand même des tops dans, dans beaucoup de tournois, notamment des gros tournois. Hein. Les gros tournois qu'il y a eu, c'était à peu près 42-47 joueurs pour le moment. Et ce Muses Song, il a quand même fait des bons tops, mais mine de rien, certes, il a quand même... c'est un nouveau deck d'ailleurs en plus, hein. C'est vraiment un archétype qu'on n'avait absolument pas du tout l'habitude de voir, mais je pense pas qu'il soit ultra fort. Est-ce qu'il peut battre un deck comme un deck beaucoup plus aggro que lui ici, un Blurple, un Mufasa? Est-ce qu'il peut battre ces decks-là? Et en plus, je parle même pas du Cogworth ou autre. Est-ce que c'est des decks qui peuvent rivaliser? Oui, mais en même temps, ils ont peut-être moins de chances d'y arriver, je pense. Donc, je pense que je vais le mettre là, en B, parce que c'est pas non plus un très mauvais deck. C'est pas non plus un gros deck. Donc, c'est un entre-deux, quoi. Pour moi, c'est la Clarabelle, etc. Elle est quand même bien sympathique. C'est quand même l'un des gros moteurs du jeu, la Clarabelle, avec les typos qui permettent d'en créer un max. Donc ça va assez loin, mais ça tient quand même pas mal le bout, quoi. Mais ça a quelques faiblesses, et bon, voilà. Je pense qu'il mérite son B. Ensuite, on a quoi comme deck? On a le Sing Together. Le Sing Together, lui, il me semble que oui, c'est pas qu'il me semble, c'est presque sûr. C'est des versions discard, ces trucs-là. Dans ces decks-là, vous jouez quand même aussi pas mal de chansons, pas que du discard, il y a aussi des cartes comme pour les hommes, ou par exemple, on parle pas de Bruno, ou aussi Sous l'océan. C'est des cartes qui permettent de gérer, on va dire, un petit peu comme on veut. Il y a une partie un petit peu aggro avec des Kriki sur certains decks. On a aussi comment ça s'appelle, des Prince Navin qui nous permettent de jouer les chansons un peu gratos. Et puis voilà, on va essayer de jouer avec tout ça. Mais mine de rien, où est-ce qu'il pourrait se placer? Moi, je pense que c'est un deck qui peut quand même se placer assez haut. Parce que c'est quand même du discard nettement plus intéressant que le discard classique vert gris. Et en plus, ça a d'autres possibilités. Ça a de la possibilité de gestion de board, ça a de la possibilité pour lorer également, pour piocher aussi. Donc, franchement, par exemple, il y a les comment ils s'appellent, il y a les Diablos. Les Diablos qui sont présents dans le deck. Franchement, c'est quand même ceux-là, c'est quand même des decks, voilà, qui peuvent rivaliser entre eux. C'est des decks qui peuvent quand même répondre à pas mal de decks, quoi, et en version méchante, hein, vraiment à avoir du bon répondant. Donc je pense qu'il mérite son A, clairement. On va passer
à l'autre deck, et c'est le Sisu on Ice. Oh. Alors le Mufasa, là. Une masterclass cette illustration. Et honnêtement, ça, je pense qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, c'est l'un des meilleurs decks qui existent pour le moment. Peut-être que ça baissera, peut-être que ça va évoluer avec l'arrivée de certains autres decks qu'on va voir un petit peu après, qui seront un petit peu plus présents, j'ai envie de dire, et que du coup, voilà, le Sisu descendrait un petit peu plus bas, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut clairement aujourd'hui le noter comme l'un des meilleurs decks de la metagame ce jour, en tout cas. Donc si vous voulez vraiment faire des bonnes perfs dans des tournois, prenez le Sisu, prenez le Cogworth. On le présente pas, de toute façon le Sisu on le connaît très bien, hein, ça ancre énormément, ça pioche quand même pas mal, ça met des tons du style Sisu, Mufasa, vous avez le Tamatoa aussi. Vous finissez le late game avec des sous-fétiches, vous avez de la gestion avec des brawls, avec la Sisu elle permet de gérer aussi quand même pas mal de choses, vous avez des comment ils s'appellent, des Olfarago, c'est Bleu Lumière en français, qui permettent d'ancrer aussi. Vous avez des Maoi, c'est des trucs costauds quoi, tout ça. Vous avez vraiment deux couleurs assez fortes réunies en un seul deck. Ça donne du coup l'archétype Rubis Saphir. Et c'est l'un des meilleurs decks pour moi, je vous le dis, mais oui. Alors, on va passer au suivant, et le suivant, eh bien c'est le fameux Steel Song. Alors, c'est pas le meilleur deck S, mais c'est quand même un S. Ça, c'est évident. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Je pense. C'est pas le meilleur. C'est loin d'être le meilleur. Il y a quand même des decks qui auront peut-être de meilleures réponses que le Steel Song. Mais mine de rien, si le Steel Song est lancé, si il ne s'arrête pas, et qui nous joue en plus avec une version un peu plus agressive aujourd'hui, avec le fameux, la fameuse Daisy plus le Piglet, ou l'un des deux en tout cas. C'est depuis que Frank Karsten a joué ça au challenge de Lille, voilà, tout le monde a dit ah oui, Piglet révélation. Ah ouais, ouais. Mais finalement c'est parce que jamais personne n'avait pensé à faire une version aggro du Steel Song. Tout simplement parce que les gens ne pensent absolument pas que les decks aggro sont forts aujourd'hui, mais ils ont tort en fait. C'est parce que les gens en général ne font pas de deck building, ils restent avec les decks qui marchent, etc. Ce travail que je fais pour vous justement de vous donner un petit peu les decks qui marchent, etc., ça mâche aussi le travail, et du coup ça dit aussi jouer ces decks là pour gagner des tournois. C'est un petit peu, c'est pas bien ce que je fais dans un sens aussi, mais mine de rien, à vous après de prendre l'un de ces trois decks là, par exemple du tiers S, et de se dire bah tiens, je vais retirer ça peut-être et je vais ajouter ça, et voyez ce que ça donne. Faites du deck build, testez des choses, allez plus loin que les decklists que vous pouvez attraper sur internet, et puis voilà, essayez de voir qu'est-ce que ça donne tout simplement, et vous allez avoir peut-être des surprises et des révélations, et puis voilà. Donc c'est intéressant de tester du coup plein de versions différentes. La version du Steel Song, elle a pas tellement changé, à ceci près que maintenant il y a quand même voilà, des petites cartes comme Daisy qui changent un petit peu la donne. On a aussi des cartes comme le Prince Navin qui complète le deck. On a des cartes comme Pit par exemple. Ça se jouait le Pit acier du 7-5, juste en bas, hein, celui-ci. Il était quand même beaucoup plus joué, je trouve, au début de la méta du 7-5. Et en fait, quand finalement les gens sont peut-être aperçus que c'était pas non plus une carte ultra essentielle dans le deck, mais ils les ont retirés au fur et à mesure. Donc il y a des decklists qui le jouent, il y en a qui le jouent pas. En tout cas, ça contre pas mal les autres Steel Song, et à savoir que le Steel Song aujourd'hui, c'est le deck le plus joué, c'est le deck qui est le plus présent dans la méta actuelle. Donc c'est
c'est pas inintéressant de l'ajouter, effectivement. Vous avez aussi des autres cartes comme par exemple la Ariel Floatborn qui, vous savez, qui vous payez 2 à chaque fois que vous chantez une chanson, enfin que vous jouez une chanson, ou c'est chanter une chanson, je me souviens plus, bref. À chaque fois que vous faites ça, vous pouvez payer 2 et du coup vous infligez 3 de dommages, si je dis pas de bêtises, à n'importe quel autre personnage. Donc il y a des cartes comme ça qui méritent d'être testées et d'être ajoutées, parce qu'en plus cette Ariel, elle est quand même assez puissante, elle a quand même du répondant dans le deck Steelsong, donc à voir. C'est assez intéressant, c'est l'un des meilleurs decks aujourd'hui, et qui plus est, comme je vous l'ai dit, est le plus présent dans tous les tournois. Et désormais, on va passer au dernier deck. On va voir le dernier deck de cette tier list. Il y en a un qu'on n'a pas encore vu. Et il y en a un, celui-ci même, il n'est pas très très présent dans le début de cette méta du 7-5. Or, c'est une chose qui va bientôt changer, les amis, hein, parce que pour moi, c'est mon deck fétiche, c'est mon deck de tous les jours depuis le 7-1. Des fois, j'ai joué autre chose comme pour le championnat de 7 du Stitch, etc. Mais je suis toujours revenu sur le fameux RP Control. Voilà. Parce que le RP Control est le meilleur deck. Oui, oui, mais il y a des gens qui vont me haïr, mais pour moi, je vous l'ai pas présenté, mais le call, voilà, c'est au-dessus du tier S. Hein, pour moi, c'est vraiment si. Alors, c'est. Le RP Control fait partie du tier S, mais comme j'ai pas de place, je le mets direct dans le call. Voilà. Pour moi, le call, c'est vraiment. Si je devais choisir un deck parmi tous les decks du tier S, eh bien, il s'appellerait le call. Voilà. C'est comme ça que j'appelle le meilleur deck du tier S. Donc, c'est pas parce que c'est pas uniquement parce que je le joue depuis le début, c'est pas loin de là. C'est juste parce qu'en fait, et Bucky n'est plus. Bucky n'est plus, les amis. Et si Bucky n'avait pas existé, finalement, le RP Control, il aurait été là tout le temps. Et même dans la méta du 7-4, il était quand même vachement présent. À la fin, plutôt, hein, le début, c'est vrai que ça a été tout de suite, voilà, Bucky discard, voilà, c'était le meilleur deck, machin, et tout le monde le jouait. Mais le RP Control, lorsque des plus gros joueurs sont mis à le jouer en compétition, comme les challenges ou les championnats de 7, et ben là, en fait, on a vu que le machin, il faisait quand même des très très bons résultats, et que finalement, c'était quand même l'un des meilleurs decks aussi, et que même dans les challenges, eh bien, c'était RP Control qui gagnait, au-dessus de Bucky Discard. Donc c'était peut-être pas le deck le plus présent dans le top 64, mais mine de rien, c'était quand même celui qui était présent, qui était le plus présent dans la méta, dans le metagame en général. Et puis c'était aussi le deck qui gagnait quand même le plus. Donc, enfin, le plus, entre guillemets. Il gagnait quand même pas mal. Donc, c'est quand même, pour moi, l'un des meilleurs decks. Il a énormément de gestion, il a énormément de possibilités. Vous avez de la pioche, vous avez de la gestion de board, vous avez des persos et des lieux qui permettent de lorer quand même passivement. Ah, on se souvient très fortement du château de la Reine, ou on se souvient de la Goth. La Goth, c'est quand même voilà, la Goth de l'Orcana. Donc, c'est des cartes qui sont là. C'est des decks qui n'ont pas beaucoup changé. On joue à peu près une version assez identique par rapport à celle du 7-4, la méta du 7-4, avec des Flynn Rider, des Sisu. À ceci près que maintenant qu'on n'a plus le Bucky à gérer, eh bien on retire les petits personnages piocheurs pour remettre justement les personnages qu'on avait dans la méta du 7-3, c'est-à-dire des Rafiki par exemple, pour nous permettre d'avoir du répondant en fait tout de suite, parce qu'on n'a plus les mêmes menaces en face. On a ajouté aussi sur certaines decklists, même presque la totalité, ils ajoutent quand même une Sisu aussi Floatborn légendaire. Donc c'est une carte qui avait totalement sa place dans les RP Control pour moi, mais c'est vrai que dans la méta du 7-4, c'était pas. Enfin, c'est assez compliqué quoi. Une non-ancrable qui vaut 8 et qu'on est obligé de
de discard au bout d'un moment. Voilà, ça n'avait pas trop d'utilité. Mais les Chernabog, alors je crois que les Chernabog ils restent un petit peu dans les decklists. Moi je préfère le garder dans la mienne parce que c'est quand même une carte très intéressante qui vous fait piocher. Voilà, c'est pas. Puis au pire, qui tape aussi quand même assez de manière assez intéressante. Voilà, c'est pour moi le meilleur deck. Mais ça, de toute façon, on verra ça dans les prochains tournois. Hein. On va voir si il revient de plus en plus, le RP Control. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit dans les tournois. On voit un RP Control, voilà, par-ci, par-là. Voilà, c'est assez nuancé pour le moment, mais ça ne m'étonnerait pas que dans dans les prochaines semaines, on voit beaucoup plus de RP Control parce qu'on s'aperçoit finalement que oh bah, il marche toujours aussi bien le deck. Bah voilà, on va continuer à jouer ça. Il coûte pas cher en plus, c'est un deck qui vaut à peu près 200 €. A contrario des Steel Song par exemple qui valent à peu près 600 € les decks. Voilà quoi. Soit vous avez un deck qui est le meilleur deck, qui vaut 200 €, soit vous achetez un deck 600 €, vous allez peut-être faire un top 8. Voilà. Un top 8, top 8. Hein. Voilà. Pas top 8 rentrer dedans. Non, c'est rentrer dedans, mais rester 8ème, tu vois. Donc 600 € pour ça, alors que tu aurais pu dépenser 400 € en moins pour arriver top 1, eh bien, c'est comme vous voulez. Hein. De toute façon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein. Je ne vais pas vous obliger à jouer le RP Control, mais pour moi, vous avez ma réponse. Quel est le meilleur deck de la metagame actuelle? Eh bien, c'est celui-ci. C'est la fin de cette vidéo, du coup, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, ce que vous avez pensé de cette tier list. Est-ce que vous mettez les decks à peu près au même niveau ou est-ce que vous changez un petit peu? Enfin voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, eh bien laissez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Suivez-moi sur les réseaux sociaux également, Instagram, TikTok. Voilà, plus Instagram. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.